Il a un CV très, très riche. Donc, je vois qu'on nous enregistre à partir de maintenant. Donc, Éric Breton est enseignant-chercheur, je l'ai dit, à l'École des hautes études en santé publique. Plus particulièrement, ses travaux de recherche au laboratoire à Rennes, au sein de l'équipe INSERM, portent sur les services et le management en santé. Et à l'École des hautes études, ses activités d'enseignement comptent notamment la coordination d'un certificat qui s'appelle Promotion de la santé, qui est également co-instigateur de l'atelier mondial de santé communautaire porté par la chaire UNESCO Éducation et Santé. Voilà, excuse-moi Éric, je n'ai pas tout dit de ton parcours, mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment ta double casquette à la fois d'enseignant et de chercheur, avec des travaux extrêmement intéressants sur les stratégies de promotion et de prévention en matière de santé. Quant à Maric Fèvre, donc, qui est également enseignant-chercheur aussi à l'École des hautes études de santé publique, Maric est sociologue. Elle est aussi chercheuse au CENS. Alors là, tu diras exactement ce que c'est, parce que je ne suis pas certaine de dire des bêtises avec les abréviations. Donc, les travaux de recherche de Maric portent sur les inégalités sociales de santé. Elle est juriste et politiste de formation initiale. Et elle assure un enseignement à l'École des hautes études de santé publique sur les stratégies éducatives en santé, l'éthique dans les pratiques de santé publique. Voilà, donc je pense qu'on a quand même deux personnes qui sont extrêmement complémentaires, en tout cas dans la manière dont on va aborder ce sujet des contrats locaux de santé. Je vous invite à utiliser le chat et la conversation parce qu'il va y avoir un certain nombre d'interactions, je pense qu'Éric va le rappeler, qui passeront par justement le chat. Et donc, en termes de timing, on se dit qu'on se donne à peu près 1 heure à partir de maintenant pour les présentations d'Éric et de Maric. Et ensuite, on aura une demi-heure d'échange. Et bien évidemment, n'hésitez pas à réagir dans la conversation au fur et à mesure de ces interventions. Voilà, donc je pense que c'est maintenant le temps de passer la parole à Éric pour cette première partie. Très bien. Merci beaucoup, Alexandra. Merci aussi au président, M. Angard, pour cette invitation qui me fait très plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça va me donner effectivement l'occasion de discuter avec vous de ce dispositif qui est important effectivement pour l'action locale en santé. Donc, comme le disait donc Alexandra, je vais utiliser l'outil Wootlab. Dans le chat, vous avez l'information. Merci de le remplir. Je vois déjà quelques personnes qui ont répondu. Je vais donc introduire des questions au fur et à mesure et je vais vous montrer évidemment les réponses que vous y avez données. Alors, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Alors, vous devriez avoir, vous me dites s'il y a un problème, vous devriez avoir la première page. Alors, donc mes félicitations. Je veux simplement dire qu'effectivement, la question des contrats locaux de santé nous intéresse énormément chez SP. On a des projets de recherche. On a fait donc le projet Clater. On a déjà quelques publications là-dessus. On a d'autres qui s'en viennent. Alors, c'est un dispositif, effectivement, qui nous intéresse depuis un certain temps. Et on a aussi, on a fait une enquête, donc je vais me servir beaucoup des résultats de ces études-là. On a fait aussi, donc, en Bretagne et en Pays de la Loire. Vous avez des rapports, donc on rendra disponible, évidemment, les supports de présentation. Ça vous permettra, si ça vous intéresse, d'aller consulter les rapports. Donc, voilà. Alors, le sondage, je vais arrêter mon partage tout de suite. Je veux en savoir plus sur vous, évidemment. Donc là, je vais aller sur l'autre écran. Alors, ça, c'est donc, j'ai ici les résultats. Vous n'avez pas encore, pas beaucoup d'entre vous ont répondu, donc ce que je vois. Maintenant, j'aimerais, sur l'autre question, on y reviendra si on a le temps. Donc, vous venez d'un peu partout. Et là, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait effectivement de la Guyane aussi, des gens parmi vous. Là, maintenant, j'aimerais savoir dans quelle structure vous êtes. Et donc, j'ai ouvert la question. On pourra poursuivre parce que c'est important pour moi, en tout cas, de savoir un peu d'où vous êtes.
Ce que je veux dire, donc, comme état des lieux, ben, effectivement, on a, donc, je peut-être rappeler aux gens, donc dans le chat, quelle est l'adresse pour s'y rendre? Si vous pouvez, peut-être Étienne, m'aider là-dessus, puisque là, avec les deux écrans, ça devient un peu compliqué. Mais j'ai des votes. Je le fais régulièrement. Voilà, donc j'ai des votes. Je vais recommencer. Voilà, j'essaie de vous montrer les résultats. Voilà, on va y aller avec la... Donc ça vous donne un peu une idée de où vous, dans les structures sur lesquelles vous êtes impliqués. Donc, ça continue. Alors, voilà. Je reviens à mon... donc, n'hésitez pas, puis je pourrais vous les mettre les réponses sur les supports, donc quand on les rendra disponibles. Alors, je reviens à mon diaporama. Voilà. Alors, simplement vous dire, et on vous le rappelle souvent, il y a Marie qui avait aussi l'intention de vous présenter cette définition-là. La question des contrats de coût de santé, ce qui est fort intéressant, hein, qui se distingue de plusieurs politiques publiques en France, c'est à quel point les contrats de coût de santé s'appuient sur des articles de la législation qui sont très, très flous, hein, sur qu'est-ce que ce dispositif-là, qu'est-ce qu'il englobe et comment il fonctionne. Et ça, c'est remarquable. Et en fait, c'est une qualité du dispositif, c'est qu'on l'a peu décrit, on a peu dit, le législateur nous a peu indiqué de quoi il était question. Il nous dit simplement, hein, comme on le sait, ben ça va porter sur ces domaines d'action, hein, de public. Et ça, c'est un avantage parce que effectivement, si on veut, c'est un peu un message aux ARS, hein, pour ceux qui sont des ARS, c'est que quand on cadre beaucoup les choses, effectivement, on réduit la capacité de ces dispositifs-là à répondre aux besoins très, très locaux, hein, s'appuyer à répondre aux enjeux du contexte. Donc, quand on cadre de façon très stricte, effectivement, on retire finalement aux acteurs cette capacité de s'ajuster au contexte. Alors, dans les CLS, effectivement, de la façon que ça a été présenté et tout ça, on voit bien, donc, on est face à un dispositif qui est susceptible d'être multi-thématique, hein. Donc, on a vu que plusieurs domaines qui peuvent être, sur lesquels on peut intervenir. On est aussi face à des dispositifs intersectoriaux. Donc, on voit qu'effectivement, ces domaines sont susceptibles donc de mobiliser, hein, toute une série d'acteurs. Et on est aussi face à des domaines qui sont susceptibles, encore une fois, de s'adapter aux actions et aux réalités du terrain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est caractéristique. Alors, ce qu'il faut se questionner, c'est qu'est-ce qui est typique ou qu'est-ce qui est propre à l'échelon local. Et c'est ça la chose importante, hein, qu'on a besoin de voir, de réaliser en France, c'est comment effectivement, on sous-estime la contribution que les acteurs de l'échelon local peuvent avoir, hein, pour promouvoir la santé de la population. Ici, c'est pas une liste exhaustive, mais il est clair qu'on peut arriver, avec ce type de dispositif-là, à conduire des travaux de diagnostic qui vont être beaucoup plus près de la réalité, hein, des populations locales. On peut, à l'échelle locale, il est assez facile de modifier les environnements, hein, et ça prend pas des grands travaux d'infrastructure. Juste améliorer un peu un trottoir va rendre plus facile, hein, sur une base quotidienne. Je sais pas moi, des parents avec leurs enfants d'aller à l'école, hein, à pied. On a une capacité de mobiliser les ressources locales qui est impossible à l'échelon national, hein. Le gouvernement central ne peut pas mobiliser, par exemple, les talents
qu'on va retrouver dans un quartier des talents pour organiser des fêtes ou faire à manger et tout ça. Ça, c'est des ressources qui sont très locales et donc qui sont mobilisables uniquement à l'échelon local. Et il y a la participation, évidemment, des populations qui n'est possible effectivement, une vraie participation des populations nécessite de passer par l'échelon local. Voilà. Alors, nous, le CLS, on le considère vraiment, on le voit vraiment sous l'angle d'un dispositif qui va permettre de renforcer, en fait, cette capacité d'action sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, tous ces déterminants qui font la santé d'une population, ben, pour moi, c'est ça le but de CLS, c'est vraiment d'être capable d'agir sur ces déterminants-là, de renforcer. Donc, le consortium Clater, on a fait une enquête nationale, ça commence déjà à avoir quelques années. Donc, ici, c'est des collègues qui étaient impliqués dans le consortium. Alors, effectivement, la première tâche qu'on s'est donnée du consortium, ça a été de recenser les CLS. Donc là, vous voyez ici un peu la carte qu'on avait. Et en fait, ce qu'on a trouvé, donc à l'époque, et là, les chiffres ont drôlement changé, hein, mais en 2018, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait signé jusqu'alors, hein, depuis la loi HPST, on avait effectivement près de 400 CLS qui avaient été signés. Sur certains territoires, on était déjà à la deuxième génération de CLS. Et nous, donc, on s'est intéressé pour l'étude aux 165 CLS qui ont été signés durant le 1er janvier 2015 à mars 2018. Et dans cet échantillon, dans cette population de 165 CLS, ben là, on a échantillonné au départ 2 CLS par région. Il y a des régions où il n'y en avait que 2, donc on les a pris les 2. Et après ça, tous les autres CLS qui restaient dans les 165, on a fait un autre échantillon aléatoire. Et là, on voit bien qu'il est tout à fait normal que l'Île-de-France ait plus dans notre échantillon, ait plus de CLS, parce qu'ils avaient à peu près la moitié des CLS qui avaient été signés à l'époque étaient en Île-de-France. Alors voilà, donc le premier constat qu'on fait, hein, comme vous voyez, c'est effectivement sur les signataires. Et ça, on s'est rendu compte, entre autres avec les études qu'on a fait en Bretagne et Pays de la Loire, qu'il y avait beaucoup de différences dans la façon qu'on approchait la signature, hein, qui on intégrait. Donc, il y a des CLS où vraiment on intègre, c'est l'ARS, c'est la collectivité territoriale, le préfet, ça va être à peu près ça, alors que d'autres vont intégrer beaucoup d'autres signataires. Donc, pour vous dire, moi, je ne sais pas quelle différence que ça fait d'avoir beaucoup de signataires. On imagine effectivement il y a un but d'accroître la légitimité du CLS, que probablement, ça peut être un moyen aussi, à certains moments, d'aller chercher de l'aide chez les signataires en disant, mais là, on aurait besoin de plus de financement pour faire des actions précises. Donc, ça peut certainement être de l'aide. Mais ce qu'on voit, nous, c'est que c'est surtout sur les actions, hein, dans les fiches actions, c'est là qu'on va voir beaucoup l'importance d'avoir une mixité, hein, dans les acteurs, d'avoir des acteurs de différents secteurs. Donc ça, effectivement, c'est très bon d'avoir plusieurs signataires, mais c'est vraiment quand on fait l'action d'avoir une mixité d'acteurs, une hétérogénéité d'acteurs qui va permettre de faire des choses. Donc, là maintenant, on repasse donc à l'autre écran. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Je me vois passer d'un écran à l'autre. On va voir. Je teste. J'essaie d'être jeune en faisant des choses un petit peu plus du 21e siècle. Donc ici, vous avez, comme vous voyez à l'écran, j'espère que vous voyez, donc ceux qui ont répondu déjà, vous avez ici un peu, on a beaucoup de gens qui connaissent très bien les CLS. Donc, vous allez pouvoir continuer à répondre à ces questions-là. Donc, au fil, je vois qu'il y en a d'autres qui commencent à y répondre. Et j'aimerais aussi que vous répondiez à l'autre question,
qui est sur les problématiques et déterminants de la santé. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les problématiques ou les déterminants de santé que vous pensez qui sont vraiment les plus pertinents pour le CLS? Sur quoi le CLS est le plus fort pour ce qui est Donc voilà, je vois que je suis rassuré, je commence à avoir des gens qui répondent à ces questions-là. Donc voilà, vous voyez un peu. Et là, pendant ce temps-là, peut-être que vous pouvez commenter. Donc, on a parlé des signataires, on a parlé, donc s'il y a des gens qui veulent commenter ou poser des questions, on peut vous écouter pendant que les gens répondent. Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui seraient, je ne sais pas si dans le chat, je ne retrouve plus le chat, à vrai dire. Ah oui, il est ici. Je n'ai pas de... Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, pas des questions, des commentaires à faire sur ce qu'on a couvert jusqu'à maintenant? Des surprises, peut-être. Ça va? Vous me laissez seul face à mon écran? Très bien. Non, on est là, Eric. Je vois que vous êtes là. Voilà. Donc voilà, alors on voit un peu les réponses qu'on a pour ceux qui ont été capables d'aller sur la discussion. Donc, non, c'est une seule réponse que je veux. Je vous force à faire effectivement, à ne répondre qu'à dire une problématique ou un déterminant de santé. Mais tu vois, on est un peu en contradiction avec ce que tu disais, parce que le CLS est multithématique, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'on aimerait bien cocher plusieurs cases. Donc, tu vois, absolument. Non, mais je comprends très bien. Je suis un peu limité dans ma maîtrise de ces outils. Donc, je l'ai pris pour une... Il n'y a pas de bonne réponse, hein, cela dit. Mais là, vous voyez, donc on a un peu... L'accès aux soins ressort toujours. Et effectivement, l'accès aux soins, c'est souvent dans les entretiens qu'on a fait avec les élus, avec les coordinateurs, coordinatrices de CLS, on a vu que c'était beaucoup la porte d'entrée des CLS. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce n'est qu'une porte d'entrée. Après, on a des élus, j'ai un cas où c'était un élu dans un contexte très rural. Et cet élu-là, lui, considérait que il était dans le monde agricole, hein, lui était exploitant d'une ferme. Et pour lui, il n'y avait pas de problème particulier sur le territoire, sauf celui de la démographie médicale. Et qu'est-ce qu'on a vu, en fait, qu'est-ce qui est arrivé avec cet élu-là? C'est que le CLS, la démarche CLS, l'a intégré l'a amené à prendre conscience qu'effectivement, il y avait des problèmes sur le territoire, hein, d'autres qu'il ne voyait pas. Et ça l'a vraiment impliqué, il s'est mis à s'intéresser à plein d'autres enjeux donc de santé. Je lance la prochaine, vous pourrez donc poursuivre, continuer à répondre à la prochaine question. Là, maintenant, je vais retourner sur mon diaporama. Voilà. Alors, donc, effectivement, quand on regarde ici, vous avez l'analyse qu'on a fait dans notre échantillon. Vous avez tout l'éventail des problématiques que les CLS abordent. C'est très large et cet éventail-là, il nous vient d'une typologie. On a créé une typologie qui s'est appuyée sur des consensus internationaux plutôt, sur des typologies de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça couvre à peu près tous les domaines qu'on peut imaginer pour ce qui est de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, on a tout ça. Donc, on voit les addictions et tout ça, tout est impliqué. On a effectivement des choses qui vont même jusqu'à la sécurité routière, santé au travail. En sécurité routière, c'était des CLS qui, par exemple, s'intéressaient, mettaient en place des actions pour éviter que les jeunes prennent la voiture après les fêtes. Donc, on organisait, par exemple, des services de navette, hein, pour s'assurer que les jeunes ne prennent pas la voiture alors qu'ils avaient consommer de l'alcool. Donc, ça rentre dans la sécurité routière. Donc, ce qu'on a constaté dans les CLS, c'est qu'effectivement, c'était la question qu'on se posait avec Clotaire au départ, c'était est-ce que le CLS est vraiment un instrument pour
renforcer les capacités en prévention, promotion de la santé et en protection. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le 3/4 des CLS qu'on a sondés faisaient quelque chose. Donc, dans le domaine déterminant sociaux de la santé, là, on a toute la question du logement, de l'emploi et tout ça. De la prévention, promotion de la santé et de la prévention primaire. Hein. P1, c'est prévention primaire. Ça, c'est essentiellement de la vaccination. Après ça, on avait effectivement tout ce qui est lié au système de soins, donc prévention secondaire et tertiaire, ça se passe en milieu clinique. On a effectivement de l'accompagnement médico-social, de l'offre de soins des services de santé. Et ce qui est intéressant dans les CLS, c'est qu'on a trouvé qu'un certain nombre, on souhaiterait qu'il y ait plus d'actions aussi qui touchent ça, sur la question d'un renforcement des capacités. Autrement dit, un CLS va s'arranger pour effectivement se donner des actions qui vont améliorer ses capacités d'action. Hein. Ça peut être des actions très simples, comme organiser des comités de travail sur des problématiques pour lesquelles on ne sait pas trop quoi faire. Ça peut être organiser des formations auprès des porteurs d'action, hein, pour les aider à mieux intervenir, les aider à évaluer leurs actions et ainsi de suite, où on va faire de l'animation pour que les gens se connaissent plus pour améliorer l'interconnaissance. Donc, ça, c'est je vais passer ça parce que santé environnement est est certainement un champ d'application d'intervention des CLS. Ici, on voit tout le large répertoire de ce qui est considéré de la santé environnement par l'OMS. Donc, vous voyez toutes les problématiques, évidemment, de logement, d'environnement intérieur, hein, et tout ça sont mis. Donc, lutte antivectorielle, évidemment, on a vu ça plus dans les territoires hors de l'Hexagone, même si on voit très bien que la problématique est en train d'arriver en Hexagone aussi. Donc, vous avez toutes ces problématiques-là. Ce qui est important, ce qu'on a regardé, là, c'est là que se pose toute la question de l'hétérogénéité des acteurs impliqués. Et c'est le fait que quand on regarde là, ici, on a en santé-environnement, ce qu'on a regardé, c'est effectivement dans les fiches de santé-environnement, est-ce on avait des actions qui en sortaient? Est-ce que c'est des actions qui étaient dues, en fait, à l'implication de différents secteurs? Mais ça nous a réjoui de voir qu'effectivement, on a retrouvé plein, et c'est pas juste en santé-environnement, on a retrouvé plusieurs actions qui n'auraient pas été possibles si elles n'avaient pas impliqué des acteurs de différents secteurs. Donc, là, on est vraiment au cœur effectivement, de l'enjeu de l'action intersectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'action intersectorielle? C'est effectivement mobiliser des ressources hétérogènes qui, combinées, vont ouvrir un champ possible. Hein, c'est très modeste, évidemment, ce qui est présenté dans cet exemple-là, mais ça montre qu'effectivement, on a des acteurs qui commencent à travailler ensemble et ce qui leur permet de porter des actions qui n'auraient pas été susceptibles de faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc dans les bénéfices effectivement associés au CLS? Ça a été la question que 2 ARS nous ont posée, hein, en Bretagne et Pays de la Loire. C'était vraiment de dire, nous, dans notre politique, dans le pilotage des ARS, on se questionne quand même sur la plus-value de ça. Donc, on a fait un certain nombre d'entretiens auprès de coordinatrices, auprès de porteurs d'action et d'élus, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu plein de témoignages, effectivement, sur des choses comme des territoires qui se sont retrouvés avec des nouvelles actions qui n'existent. On a été capable de contourner toute une série de problèmes, hein, de travail en silo, hein, où on est capable effectivement de contourner toute une série de contraintes administratives. Un truc très intéressant, ça a été de voir, évidemment, l'action locale, on est sorti du soin. Donc ça, le CLS permet d'aller au-delà du soin, ça c'est clair. Mais un truc auquel je ne m'attendais pas, c'était des actions sur un territoire où, par exemple, l'intercommunalité,
où on va avoir une ASSES qui va être active sur un coin du territoire et grâce au CLS, va en fait être invitée à déployer son action sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit finalement que un CLS, même dans des situations d'intercommunalité où c'est pas des territoires immenses et tout ça, bien, il y a effectivement des sous-territoires qui sont des laboratoires, où on va essayer des choses, on va innover et ces innovations-là, grâce au CLS, vont en fait permettre, vont pouvoir être diffusées sur l'ensemble du territoire. L'autre chose, c'est des actions non prévues dans le contrat et ça, c'est encore là fondamental à la nature de ce type de dispositif-là où on va créer un réseau d'acteurs, où on va combiner des acteurs de toutes sortes de secteurs. Mais c'est que dans le fond, ça nous permet, au fur et à mesure que le CLS évolue et qu'aussi l'actualité du territoire évolue, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le CLS va être capable, à un moment donné, d'identifier des nouvelles problématiques, mais aussi d'identifier des nouvelles capacités d'action. Et là, c'est là qu'on va voir les CLS, en fait. On va analyser des CLS où on se rend compte qu'il y a des actions qui ne figuraient pas dans le contrat et dont les gens vont nous parler en disant, oui, ça, c'est arrivé en cours de route parce que l'actualité a changé et on s'est rendu compte qu'on était capable d'agir là-dessus. Donc, on voit aussi des actions mono-objectifs. Donc, ça, c'est typiquement porté par une ASSES, par exemple, où on travaillait sur l'activité physique, pour donner encore une fois un exemple. Et là, en travaillant au sein d'un CLS, en travaillant avec d'autres secteurs, l'action qui était exclusivement sur l'activité physique, on va lui greffer d'autres objectifs. Je ne sais pas moi, par exemple, améliorer réduire l'isolement, par exemple. Ça peut être différentes choses, ou des fonctions pédagogiques, et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des commentaires à faire à ce stade-ci. Là, je parle et j'ai peu de... Quelles sont vos réactions? Oui, monsieur Anger, allez-y, je vous en prie. Oui, alors est-ce que tu peux remettre qu'on puisse voir les personnes, là, je ne sais pas comment on fait pour oui, je vais arrêter le partage. Voilà, super, comme ça on peut voir les intervenants. Bon, c'est très bien votre présentation. Je crois qu'il y a un point important qu'il faut souligner, c'est le degré de maturité des CLS. Il y a les CLS 1, les CLS 2, les CLS 3, et on se rend compte, là, par exemple sur Albi, on a fini le CLS 1, on va faire le CLS 2, il sera différent. Il sera différent puisqu'on a fait un apprentissage, en fait. Le CLS 1 a été un apprentissage et on s'est rendu compte de certaines choses. Déjà, comme vous le disiez, en cours de route, il s'est passé des événements qu'on a pris en compte, puisque la vie continue. Et on s'est rendu compte que finalement, la façon de le prendre n'était pas la meilleure façon. Par exemple, on a pris un CLS populationnel, santé des jeunes, santé des personnes âgées, etc. Le CLS2, ce ne sera pas du tout la même approche. On avait beaucoup de signataires, et j'ai vu, et ça m'a fait rigoler parce qu'on avait des signataires fantômes. Ils ont signé pour être sur la photo. Une fois qu'ils y ont été, ça a été fini, quoi. Et donc, on fera un CLS beaucoup plus, avec une gouvernance beaucoup plus resserrée et beaucoup plus sur des actions que sur des grands principes. Donc, je pense qu'il est intéressant de voir ces dynamiques de CLS. C'est un outil qui, dans certaines communes, n'est pas encore à maturité, qui vient progressivement, et est intéressant peut-être pour des chercheurs d'ailleurs de voir comment dans une même commune, je pense à Rennes par exemple, qui doit être à son CLS 3 ou 4, ils ont évolué. Je pense qu'il y a une dynamique là. Absolument, tout à fait d'accord avec vous. C'est la grande boîte noire en ce moment des CLS. On se doute bien qu'il y a une évolution. C'est pas la même chose. Le CLS 1, souvent, c'est la première mobilisation des acteurs. Donc là, on a une mise en réseau et effectivement, le CLS 1, souvent, on va mettre plutôt dans
on va rassembler toutes les actions existantes, on va les mettre dans le CLS et ainsi de suite, mais on est vraiment à une phase plutôt de créer le dispositif. Et c'est dans le CLS2, moi, l'hypothèse que je formulerais, effectivement, il faut absolument qu'on puisse investiguer l'évolution de tout ça. Et c'est dans le CLS2 et 3 où là, on va vraiment voir se développer tout le potentiel. Oui, donc Madame Garnier, je crois qu'elle avait en premier. Allez-y. Merci beaucoup pour déjà ces premiers éléments très, très intéressants. La question que je voulais poser est par rapport aux CLS intercommunaux. On a au sein de SPT organisé un webinaire sur la santé au sein des intercommunalités, avec ou sans compétences santé, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a quand même une montée en puissance importante des intercos sur la santé, et notamment avec des signatures de CLSI. Vous évoquez plutôt des éléments positifs sur des contrats locaux de santé qui dépassent le niveau de la commune. Or, et il y a déjà d'ailleurs une réaction dans le chat, on a eu plutôt des retours qui n'étaient pas très favorables. Alors, on sent, pour les représentants des ARS qui sont là, parce que j'ai pu déjà échanger avec des directeurs d'ARS, que c'est quand même une doctrine un petit peu aujourd'hui qui est poussée, c'est de couvrir un peu le territoire métropolitain, et pas que métropolitain, et ultramarin, mais en tous les cas de CLSI, comme un peu on veut couvrir le territoire de CPTS et aussi couvrir de CLSI. Et on a plutôt des retours qui sont, parce que les territoires ne se ressemblent pas les uns les autres, avec justement soit les problématiques, il y a une ville-centre et des autres communes qui sont vraiment d'un niveau, d'un nombre d'habitants beaucoup plus faible, qui sont plus en ruralité, et la ville-centre ne se retrouve pas, ou au contraire, ça ne concerne les autres communes, considèrent que ça ne répond pas à leurs besoins et que cette proximité, il n'y a pas de proximité. Il n'y a pas de proximité. Donc, je voulais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous encourageriez aujourd'hui, avec le recul que vous avez, Eric, ou voilà, quelle recommandation ou quel garde-fou vous y mettriez aujourd'hui? Donc là, ce que vous évoquez, c'est la question de la taille ou dites-moi Le fait que ce soit de l'intercommunal. Oui, le fait que... Voilà. Ouais, j'avoue ne pas savoir. On a eu beaucoup dans les entretiens qu'on avait, on a eu toutes sortes de cas, de territoires. Comme on le disait, je soulignais hier à Alexandra Fourcade, il y a des régions où on va effectivement dire, un CLS, il faut que ça soit au moins 20 000 habitants. Mais la question, c'est pas tant la taille. Évidemment, c'est pas mauvais d'avoir une certaine taille, mais il faut pas que ce soit trop gros, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on est plus sur des questions d'identité territoriale, de cohérence territoriale. Donc, pour moi, l'intercommunalité, elle est importante. Elle est effectivement, c'est un cadre qui se prête bien dans plusieurs cas au CLS. Dans certains cas, il y en a que ça va pas pour différentes raisons, mais je dois vous avouer là-dessus, sur cette question-là, je ne le sais pas plus que vous. On voit vraiment des cas où des gens, par exemple, des ARS ont essayé de forcer des CLS sur certaines délimitations et où les élus disent non, on veut pas ça, on veut plus petit et tout ça. Et leur CLS fonctionne bien. Est-ce qu'il aurait fonctionné aussi s'ils avaient consenti à avoir un territoire un peu plus large? Je ne sais pas. Mais donc, la même question, je vois Sandra et Madame Cid qui pose, quand ça arrête d'être du local, c'est un peu, c'est comme l'art. Quand ça devient de l'art? On ne sait pas plus. Le local, il y a quand même, pour les diagnostics, il faut qu'il y ait je pense que ça arrête d'être du local qu'on n'est plus capable d'intervenir sur ce territoire-là. Quand on est rendu tellement loin qu'on on perd tous les avantages du CLS.
Donc, on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Vous avez, Madame Fourcade, vous voulez dire? Oui. Non, je vais passer la parole plutôt à Monsieur Duhénois. J'ai des remarques, moi, au-delà de l'échelle. J'ai aussi la remarque sur le pilotage par l'ARS de ces CLS qui peut être éventuellement, à mon avis, un frein pour l'engagement des élus, mais on en reparlera peut-être après. Je vais laisser Monsieur Duhénois, si ça ne vous ennuie pas, de vous présenter, comme ça on sait d'où vous parlez, si je puis dire, de quel... Oui, bonjour à tous et toutes. Benjamin Duhénois, donc chargé de mission politique régionale de santé, notamment en charge des contrats locaux de santé. Je pense que ce que disait M. Breton est très juste. Il y a une question de cohérence, de confiance territoriale. Ça rejoint, je pense aussi, et sans prendre les devants de la question de Mme Fourcade, sur la question du pilotage. Rappelons quand même que ce sont des outils de contractualisation et je me dégage d'un langage technocratique. Comment on arrive à assembler et mobiliser tous les acteurs du territoire, d'où la question de l'ensemble des signataires, nous des réflexions qu'on porte et qu'on pose venant du territoire. On a travaillé en 2022 sur le fait, à travers les coordonnateurs, les collectivités, de pouvoir établir des axes stratégiques, ce qu'on appelle socles. Pour se dire à un moment donné, c'est des lunettes qu'on doit tous et toutes mettre pour se poser bonnes questions, notamment en préalable de la signature du CLS et du diagnostic, pour aller dans les bonnes directions, parce que, comme le dit un proverbe martiniquais, si on se trompe de problème, on se trompe de solution. Et donc, c'est affiné ensuite par le DLS. Et en effet, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, d'après les retours de terrain, qu'on avait en effet une incitation à regarder à l'aune du périmètre intercommunal. Alors, avec des intercommunalités qui sont des fois très grandes, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus simplement en termes de population, mais de couverture territoriale, ce qui engendre aussi d'autres problématiques. Donc, cette cohérence, elle est bien entendu à la main des élus avec qui nous copilotons, puisque ce sont eux, avec leurs acteurs, qui sont les premiers experts du territoire. Et cette expertise-là, en effet, on a voulu la guider quand même avec, comme je vous disais, des axes stratégiques socles et populationnels, et aussi avec des ressources thématiques et d'ingénierie qu'on a mis en place dans un contrat socle, qui en effet, dans les premiers temps de travail entre la collectivité et notre délégation territoriale sur les territoires, et ça permet de préciser un petit peu les problématiques, parce que l'enjeu, et je terminerai là-dessus, c'est de pouvoir potentialiser les actions. Alors, on parlait de CLS 1, deuxième génération, troisième génération, en effet, et ça, il faut inciter cette démarche de co-construction déjà, et après on affine, on s'en rend compte sur les territoires aussi, selon les générations de CLS. Et surtout, il faut permettre en fait au dialogue de territoire de se créer, et pour autant aussi de s'adosser à l'existant, parce que vous le savez bien, je termine vraiment là, beaucoup d'élus, beaucoup d'acteurs sont mobilisés sur d'autres instances, et je ne citerai que par exemple que le CTSM, donc le contrat territorial de santé mentale, qui est donc issu du PTSM à l'échelle départementale et qui, via la loi 3DS, doit se décliner sur l'ensemble des CLS qui doivent intégrer un volet santé mentale. Donc, ces sujets, on les travaille, ils ne sont pas évidents. Il y a ces cohérences-là. Il y a d'autres acteurs qui travaillent. Je citerai notamment les CAF avec les conventions territoriales globales qui sont instituées par les préfectures à chaque niveau départemental et qui, pour autant, sur ces sujets-là de la petite enfance, confèrent et convergent vers la santé aussi des enfants. Donc voilà, il y a cette question et j'oserais le terme, et ce n'est pas un gros mot, de simplification des dispositifs et des pilotages pour une meilleure action combinée. Très bien, merci. Tout à fait intéressant votre intervention. Ouais. Alors, peut-être, je ne sais pas, je regarde je ne crois pas qu'il y ait d'autres personnes du groupe qui aient demandé à prendre la parole. Si tu me permets, Eric, je vais poursuivre la discussion sur la question du pilotage. Donc, on voit même, enfin, moi, ce qui me frappe, c'est que dans la loi HPST que tu as citée, tu as beaucoup insisté sur le caractère très souple et incitatif et non pas avec un même contrat formaté pour tous les territoires de la même façon, avec une échelle prédéterminée, etc. Je pense que ça, c'est un atout majeur. Il n'empêche que ça reste un outil de l'État, entre guillemets, puisque c'est un outil de mise en œuvre du projet régional de santé. Donc, je pense que c'est un élément peut-être peut-être c'est absurde, mais c'est de fragilité, en tout cas par rapport à des élus qui considèrent qu'ils ont une autonomie par rapport à l'État. Donc, j'aimerais bien que sur ce point de la gouvernance et du pilotage, tout le monde sait qu'on se renvoie la balle. Quand ce n'est pas l'État, c'est la collectivité. Dans les deux cas, c'est de l'argent public. Donc, moi, je trouve ce débat absurde, mais il faut en tenir compte sur le plan politique. Donc, ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, c'est justement pour casser un peu ces éléments de gouvernance qui sont toujours un peu un sac de nœuds, chacun se renvoie la balle. Je ne vois pas beaucoup d'éléments concernant les data. Qu'est-ce qui permet de piloter? Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux, se mettre d'accord autour d'une table
que d'avoir des données partagées sur lesquelles on fait un diagnostic partagé, que ce soit l'État, la collectivité, et qu'ensuite chacun des partenaires se dit, ben voilà, moi j'ai un levier d'action pour l'environnement, par exemple, je maîtrise les systèmes d'aération dans mes écoles, donc je vais prendre cette partie-là du contrat. L'éducation nationale, on peut rêver, hein, va prendre la partie promotion de la santé parce qu'elle a des infirmières scolaires. Enfin, là, je rêve complètement, mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez, je pense que l'idée d'avoir aussi dans ces démarches de contractualisation des données pour piloter, je sais que c'est un peu le tonneau des Danaïdes. En France, on a beaucoup de mal à avoir des données partagées qui permettent de se mettre d'accord sur, d'une part, un diagnostic de départ, des objectifs à atteindre, quelle que soit la gouvernance qu'on va mettre entre les deux, le niveau d'échelle qu'on va choisir, mais au moins, on est en capacité de se dire, ben voilà, dans 5 ans, voilà ce qu'on veut en termes de résultats. Et c'est très difficile dans le champ de la promotion et de l'éducation à la santé, puisque c'est des retours sur investissement très longs, on le sait tous. Donc voilà, c'est un peu mes 2 points. Ouais. Le pilotage au départ, quand même, dans la loi, il est très orienté État. Et deuxièmement, la partie data qui permettrait peut-être de dépasser ces clivages. Oui, effectivement, juste pour réagir là-dessus, je me reconnais très bien dans ce que tu as dit. Effectivement, on est dans une situation, hein, puis il faut le rappeler, on est dans une situation d'un système de santé très centralisé. Hein. On est un système de santé centré au niveau national. Et donc, l'action publique en santé en France, elle se fait pour l'échelon local, elle se fait par un pilotage à distance. Hein? Donc, on n'a pas, effectivement, on n'est pas dans un cadre où on a un système de santé qui se décline hein, du régional, du national régional jusqu'au local. Pour les soins, oui, on a des médecines libérales sur le terrain, mais pour ce qui est de la prévention, promotion de la santé, protection, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, les CLS, c'est la rustine, comme plein d'autres dispositifs. Hein. Pour moi, je les considère comme des rustines à un système qui est hyper centralisé. Cela dit, ce qui est intéressant de voir, on a interviewé beaucoup de gens dans les ARS, hein, pour Clotaire surtout, et ce qui nous a surpris, c'est qu'en fait, effectivement, le CLS devrait être un instrument pour déployer le PRS à l'échelon local, mais on a vu souvent que dans la négociation, c'est pas tous les cas. Il y a des ARS, hein, ça dépend des doctrines d'ARS, des doctrines d'ARS où effectivement, c'est le PRS, ben, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le CLS, mais si ça sort du PRS, on ne financera pas. Donc, c'est à vous de choisir. Donc là, c'est un peu ça. Alors qu'on a vu d'autres ARS où effectivement, on faisait à peu près pas mention du PRS, curieusement, où on voyait un peu. Donc, tout dépend effectivement de la mesure de cadre, comment on cadre cet outil-là. Là, effectivement, pour les données, ben, c'est le problème sempiternel qu'on a depuis toujours, hein, de dire ben, sur quelle base diagnostique on peut effectivement faire les politiques publiques, hein, et tout ça. Voilà. Monsieur Duhanois, vous vouliez... Oui, il y avait Monsieur Duhanois qui avait redemandé la parole, mais... Ou est-ce que c'était une main qui n'avait pas été baissée tout à l'heure? Non, mais très rapidement, je fais quoi une précédente expérience québécoise sur la question de planification territoriale. Vous allez me dire, il revient avec des termes technocratiques, mais non, au contraire, c'est une logique de co-construction avec les usagers dans les tables de quartier de concertation en santé. Et sur ce principe-là, je rejoins la question du pilotage, mais plutôt de l'analyse, ou en tout cas du pilotage par la donnée. C'est la question au-delà du partage de données qui est un indispensable et on le retrouve quand même dans le diagnostic local de santé. C'est la question du pilotage des outils d'aide à la décision. Parce que les élus, ils sont en attente de ça. Ils sont en attente de pouvoir, les diagnostics, ils sont habitués en effet, mais d'avoir des outils prospectifs et d'observation territoriale en santé, c'est un enjeu en fait de consolidation aussi de l'action et encore une fois des priorités. De pouvoir avoir en effet dans des recommandations de diagnostic local de santé, mais de se doter tantôt là, et on le voit dans des CLS, d'observatoires locaux en santé, tantôt dans d'autres CLS, en tout cas en Grand Est aussi,
sur des outils que promeuvent les agents d'urbanisme, bien entendu, en lien avec nos agences, avec l'ORS, notamment l'Observatoire régional de santé, pour pouvoir, en fait, encore une fois, activer cette prospective territoriale. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau chez nous et qu'on va investir d'autant plus parce qu'en effet, je termine là, c'est ce qui permet le consensus, non pas pour à s'agir, mais c'est très bien aussi d'être dans la confrontation des points de vue, mais aussi d'arriver à dédier les priorités de territoire collégialement. Et il faut qu'on arrive aussi à pouvoir, encore une fois, positionner ces outils dans chaque CLS avec les questions, en effet, d'autres instances, d'autres dispositifs, d'autres gouvernances sur les sujets. Et c'est pour ça aussi qu'on peut raccrocher d'autres dispositifs. Je parlais des CTG. Ils font aussi des diagnostics. À un moment donné, on fait beaucoup de diagnostics qui recoupent nos populations. Osons le terme de simplification aussi à des endroits. Très bien. Merci. Donc, je vais poursuivre. Il me reste peu de temps parce que là, je vais dépasser le temps qui m'est alloué. Donc, vous avez donc notre nuage de points sur effectivement qu'est-ce qui fait la force d'un CLS. Donc, c'est très, très intéressant. On voit qu'il y a vraiment effectivement beaucoup de gens parmi vous qui ont une vision assez claire de qu'est-ce qu'il y en a. Alors, je vous invite à aussi répondre à la prochaine. Je poursuis rapidement pour terminer ma présentation. Est-ce que je partage? Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de la coordinatrice, j'avoue que j'ai tendance à féminiser le nom de ce poste-là parce que en France, en tout cas métropolitaine, certainement, c'est une grande majorité des personnes, des professionnels qui occupent ces fonctions-là sont des femmes. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on a découvert donc dans nos enquêtes? Il n'y a rien de très surprenant. Donc, c'est effectivement les coordinateurs, coordinatrices, c'est les personnes qui sont les têtes de réseau avec les élus, évidemment. Je ne suis pas en train de minimiser le rôle des élus, mais effectivement, c'est par ces personnes-là que passe toute l'information du territoire. On l'a vu plusieurs fois. On l'a vu d'autant plus dans l'enquête qu'on a fait en Bretagne et Pays de la Loire. On était en 2021 en 2020 avec les confinements et tout ça. Et on a eu des retours sur qu'est-ce que ça voulait dire ne plus avoir de coordination. Qu'effectivement, le CLS était extrêmement fragilisé. Alors, donc, effectivement, ce qu'on a vu même, c'est que les personnes qui coordonnent le CLS souvent ont un impact sur les orientations. Donc, ça, c'est assez important. Ils ont ce rôle qui est très lourd, qui peut être très, très lourd, de soutien méthodologique. On a eu plein de témoignages parmi vous, ceux qui exercent ce rôle-là. Vous savez, pour les répondre aux appels à projets, souvent les gens ne sont pas les porteurs d'action, les petites assesses n'ont pas les capacités de le faire. Donc, c'est souvent la coordination des CLS qui va s'occuper, en tout cas qui va apporter beaucoup d'aide à la réponse à ça. Donc, et ils sont tellement têtes de réseau, on l'a vu, on avait évalué donc un CLS, donc le CLS du Pays de Redon, Bretagne Sud. Je salue d'ailleurs Marjorie Chanlot qui est dans le groupe et qui était à l'époque la coordinatrice de ce CLS-là. Ce que vous voyez là, en fait, c'est voilà qui est apparu rapidement à l'écran. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle un sociogramme. C'est montrer tous les liens entre les acteurs qui ont été, en fait, qui sont associés au CLS. Donc, on voit une densité de relations. Ici, c'était probablement, effectivement, la coordinatrice qui était au centre, donc par où passait tout ça. Donc, un CLS, l'essence même du CLS, c'est cette mise en réseau. Tous ces réseaux-là sont, en fait, autant de canaux de communication où on va être capable à la fois d'échanger, de partager des ressources, de développer des nouvelles pratiques, de faire monter des compétences et tout ça. Mais c'est aussi à travers ces réseaux-là qu'on va être capable de capter ce qu'on appelle des signaux faibles. Vous savez, sur un territoire, dans l'actualité des territoires, des fois,
il y a une structure qui va identifier quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Hein. Je ne sais pas, moi, des enfants qui arrivent à l'école sans avoir mangé. Hein. Là, on commence à détecter qu'il y a des cas comme ça. Et là, ben, on va, ce signal faible-là, quand il passe dans le CLS, parfois, il peut être capté par la coordinatrice ou le coordinateur, et là, qui va aller voir si on a vu aussi d'autres signaux de ce type-là. Et ça permet effectivement, donc, d'être capable de se créer une capacité d'action sur ça. Donc, le sondage, j'avais mis une autre question qui est maintenant, je reviens à mon autre écran. Excusez-moi. Donc, l'autre sondage, donc, les compétences, ben, effectivement, on fait face à des gens, donc, à la tête, donc, c'est autant pour les élus, hein, pour les coordinateurs, coordinatrices. Il y a effectivement un gros besoin d'avoir une meilleure vision de qu'est-ce que peut donner un CLS. Ça reste quand même un peu flou, surtout ceux qui n'ont pas vécu. Ça donne quoi? Bon, souvent, on va s'arrêter sur cette idée de coordination. Un CLS, ça permet de la coordination des acteurs. Effectivement, c'est un rôle qui est joué par à peu près tous ces dispositifs-là, un CLSM, CPTS et tout ça. C'est effectivement un rôle important, celui de la coordination, de s'assurer qu'on ne fait pas deux fois la même chose sur un même territoire. Mais il y a aussi cette vision effectivement, d'être capable d'ouvrir tout un nouveau champ possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, dans les compétences, il y a certainement cette idée hein, d'avoir une vision plus claire. Et là, vous le mettez, hein, je ne sais pas s'il y en a qui veulent commenter là-dessus. Je vous invite à le faire. Hein. Vous avez donc toutes les compétences de pilotage, de planification, de communication, effectivement. Il y a personne qui a mis évaluation. Moi, je mettrais certainement évaluation pour qu'on puisse être plus en mesure de se féliciter quand il y a des avancées. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés de mettre des mots sur ce que le CLS peut amener hein, comme avancée. Mais effectivement, avec l'évaluation, on peut arriver à avoir un peu plus cette vision-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent commenter là-dessus? Puis je pense qu'après ça, ça va être à peu près... Je suis à la fin, donc je partage encore. Je crois qu'on a une question dans le chat là, sur... Oui, excusez-moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté. Je suis un peu je vais te le lire. N'hésitez pas à utiliser... Est-ce que Mme Picheda veut prendre la parole pour poser sa question là, sur les coordinateurs au niveau des EPCI? Là, je n'ai pas tout... Oui. En fait, je voulais savoir s'il arrivait qu'il y ait des CLS qui soient coordonnés simplement par une personne, un coordinateur, et sans autre appui technique au sein de la collectivité, c'est-à-dire une seule personne mais pas un service, ou est-ce qu'en général les coordinateurs ils sont vraiment au sein d'un service avec d'autres personnes? Ouais. Ben, en fait, c'est un des enjeux hein, que j'allais évoquer. On a on a vu plein de cas hein, d'espèces où la coordinatrice, par exemple, peut être très isolée, donc un peu où le CLS, la coordination devient un peu comme une excroissance de la collectivité territoriale, hein, un peu le PCI, c'est un peu une excroissance, c'est quelque chose qu'on a greffé là. Comme n'importe quel greffe, hein, on peut rejeter à greffe n'importe quand. Et d'autres cas où effectivement le CLS était tellement bien intégré à la structure que en fait la coordinatrice, j'ai un cas hein, d'une coordinatrice, puis c'est des porteurs d'action hein, qui ont rapporté ça, hein, qui disaient qu'on a interviewé, ils disaient elle nous a mis en contact avec les services techniques. Elle nous a permis d'avoir, effectivement, de répondre. On avait des problèmes d'expertise, en clair, sur souvent des problématiques de santé-environnement. Et c'est elle qui nous a mis en lien avec ces services-là. Donc, c'est un peu, là, je réponds pas nécessairement très bien à votre question, mais effectivement, il y a
ces cas où le CLS, malheureusement, est un peu comme une excroissance. Hein, c'est comme quelque chose qui pousse en dehors du corps du territoire. D'autres fois, il est très, très bien intégré. Et là, ben, dans les commentaires, je vois, il y a donc Mme Essib qui dit, il me semble que les coordinatrices ont déjà beaucoup de compétences. Ben, je dois dire, vraiment, il faut que je profite hein, de ce webinaire pour souligner à quel point les coordinatrices ont des compétences absolument remarquables. C'est un métier extrêmement difficile qui demande des compétences qui sont des compétences fines. Hein. Et les élus, être un élu, c'est très difficile comme travail. Mais la même chose aussi pour la coordination de CLS. Ça demande une capacité d'apprendre la langue des autres domaines, hein, d'être capable de parler différents langages. Ça demande des attitudes, hein, ces compétences, comment dire, ces soft skills hein, dont on parle, qui sont très importantes. Monsieur Hangar, Éric, peut-être qu'on va avoir le temps qui passe. Là. Je suis désolée, je pense que c'est une très bonne transition, me semble-t-il, avec la présentation que Marie voulait faire. Gilbert, je te passe la parole pour quelques minutes, mais après, on va enchaîner si tu en es d'accord. Excusez-moi, Alexandra, je voulais répondre à Karine, que je salue d'ailleurs. L'expérience que j'ai personnellement, quand j'ai pris mes fonctions d'élu à la santé, il y avait une coordinatrice qui était toute seule au CCAS, personne ne s'en occupait. Elle n'était pas bien. Et puis moi, quand je suis arrivé élu à la santé avec un programme, ça fait des clashs. Alors, bon, c'est peut-être un mauvais caractère, hein, ça c'est une chose, mais c'est important ce binôme élu-coordinatrice, hein, ou coordinateur, pour être plus... C'est vraiment important parce qu'on ne fait pas la même chose. Hein. Et par exemple, moi, quand j'ai des choses à porter auprès de mes collègues de l'éducation, du sport, etc., en réunion de groupe majoritaire, on échange, des fois on n'est pas d'accord, on peut s'engueuler, etc. Une coordinatrice, elle ne peut pas faire ça. Lorsqu'on va convaincre le maire qu'il faut peut-être mettre de l'argent, etc., ce n'est pas la coordinatrice qui va le faire, c'est l'élu. Et donc, je pense que le rôle, avoir créé des CLS, sans élus qui ont envie de porter les choses et mettre un coordonnateur, c'est envoyer des gens au casse-pipe et mal. Voilà. Ben, je suis complètement d'accord avec toi, Gilbert, si je puis me permettre, et je pense même que c'est d'ailleurs étonnant que les coordonnateurs ne soient pas intégrés dans l'organigramme de la mairie. Bon, je ne sais pas, si on a un élu à la santé avec un projet de santé bien affiché par le maire, porté, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas intégré comme tel dans une direction. On a des directions, on a des pôles solidarité, on pourrait avoir des pôles solidarité santé, et dans ce cas-là, la coordinatrice, elle est soit directeur de projet santé, soit, enfin, je veux dire, il y a aussi un problème le fait d'être coordonnateur d'un contrat me semble, enfin, sur le plan politique, en tout cas, ça mérite d'être interrogé pour voir si c'est vraiment le bon. Enfin, voilà, il faut un positionnement, en tout cas politique, qui permette d'avoir cet affichage et ce soutien et cette intégration avec la politique municipale, parce qu'effectivement, ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas porté, intégré dans une réflexion, soit à l'échelle communale, soit à l'échelle de l'EPCI, mais il faut que ce soit aussi important qu'une direction des finances, qu'une direction santé-environnement, parce qu'il y en a de plus en plus dans les mairies aussi. Donc, voilà, donc je pense que il y a ce sujet de la gouvernance aussi, même si c'est peut-être pas forcément par là qu'il faut rentrer dans le sujet, mais c'est forcément un problème, un sujet, pardon. Éric, en tout cas, je suis désolée, je vais être obligée de te laisser. Non, on laisse la parole à Marie. Je te remercie infiniment. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets et je suppose que la présentation sera ensuite partagée, bien sûr, avec tous les participants. Et je vais passer la parole à Marie qui va nous faire un petit... Voilà, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, puisque tu vas nous expliquer un petit peu quel rôle peut jouer le HESP pour essayer d'optimiser et de rendre encore plus efficient ce contrat local de santé. Merci Alexandra, merci Gilbert, merci Véronique et Étienne pour cette invitation à ce webinaire. Merci Éric pour ces longs échanges et ces propos toujours très intéressants issus de tes recherches.
moi, je suis là pour vous faire effectivement une présentation du dispositif de formation qui est en préparation à l'EHESP. J'en profite pour faire des petits clins d'œil par Zoom interposé je vais les appeler mes collègues du comité pédagogique de conception de Pacte, parce qu'ils sont un certain nombre autour de cette table Zoom. Voilà, donc, Benjamin, Évangeline, Marjorie, Salima, pour ceux que je vois là directement, en tout cas affichés dans mon écran. Étienne, c'est bon, je peux partager, c'est OK? Oui, oui, normalement tout est OK. OK, donc normalement ça fonctionne comme ça. Et je voulais le mettre. Moi, je voulais juste déjà donc j'ai rien, bien sûr, rien à rajouter. On sait qu'Éric est un grand expert de ces questions de CLS. Il n'y en a pas beaucoup, mais Éric fait partie de ces pas beaucoup. Bon, ma spécialité, elle est moins sur ces sujets, plus sur les inégalités sociales. Juste pour vous dire, en 2019, il y avait 333 CLS, c'est les chiffres communiqués par le ministère de la Santé et des Solidarités. En 2022, il y en avait 366 et il y en avait 141 en préparation. Je n'ai pas les chiffres de 2023. Et ce qui est très clair, c'est que cet outil CLS, puisqu'on parle souvent du CLS comme un outil d'animation territoriale, eh bien, lui qui était peut-être, où certains pensaient qu'il tomberait dans les oubliettes compte tenu de la forte présence des CPTS notamment, eh bien, la crise sanitaire a permis la redécouverte du rôle des CLS en matière de santé et des compétences des coordinatrices. Ça me semble important de le signaler, puisque Éric le disait très justement, les postes de coordination, c'est des postes, ça permettait de faire bien la transition avec mon propos, c'est des postes très précieux avec des compétences qui sont très importantes, diverses, hein, à la fois techniques, en gestion de projet, méthodologie de projet, chef de projet à part entière, mais également, on appelle aussi plus relationnel, hein, ce qu'on appelle effectivement aujourd'hui les soft skills. Et donc, aujourd'hui, le HESP, dans la continuité de ces autres dispositifs Pacte, réfléchit, co-construit à une formation. Alors, il faut l'avouer, c'est une formation qui est sur mesure. Pourquoi elle est sur mesure finalement? Parce que les contrats locaux de santé et donc les postes de coordination, ça existe depuis longtemps. Et donc, on n'a pas attendu le HESP en 2023 pour former les coordos de CLS. Moi, je vais utiliser l'expression raccourci de coordos de CLS, ça m'évite de dire coordinatrice, et donc s'il y avait des coordonnateurs, de se sentir envahis par le genre, donc féminin. Donc, les coordos de CLS, comme on les appelle aussi familièrement, en fait, ils sont là depuis longtemps. On sait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui les caractérisent. Je pense à l'étude faite par l'ARS Île-de-France, qui l'a montré, qui est assez spécifique à l'ARS Île-de-France, puisque quand on fait quand même un petit peu une cartographie, notamment quand on avait commencé à y réfléchir au sein de l'HESP, on s'apercevait, et ça répond à votre question, hein, Madame Picheda, il y a des coordos de CLS, notamment dans les Outre-mer, ils sont à tiers-temps et ils sont la plupart du temps, par exemple, éducateurs sportifs. Et donc, voilà, ils ont donc un CLS à animer alors que la majeure partie de leur activité, elle est concentrée sur d'autres missions. Et donc, c'est un enjeu extrêmement important que tout ce dispositif de formation. Cette formation, je vous dis, elle est sur mesure. Elle est sur mesure parce qu'aujourd'hui, elle se décline autour de modules e-learning, c'est-à-dire que le HESP, soutenu par l'équipe du comité pédagogique, eh bien, construit des modules, des contenus e-learning, mais elle est hybride parce que le présentiel nécessaire pour l'approfondissement des compétences, je vais y revenir, eh bien, il se fait à la main du régional. Et puis, ce qui est important à signaler pour nous, c'est qu'il y a une ambition de diplomation, c'est-à-dire que une coordo de CLS qui s'inscrirait dans ce parcours de formation,
il a la possibilité, c'est pas obligatoire, mais il a la possibilité de sortir avec un diplôme qui permettra notamment de reconnaître toutes ces compétences dont on a parlé, ces compétences à la fois techniques de chef de projet en santé, qui sont transposables, transférables ailleurs, et également ces soft skills. Donc, c'est une formation qui est soutenue, je vous le disais, par des partenaires nationaux, donc c'est le ministère de la Santé, mais c'est des associations comme ESPT que je remercie beaucoup, et c'est des associations d'élus, telles que l'association des intercos, par exemple, qui est très soutenante sur Pacte CLS. Et puis, c'est des partenariats régionaux, donc ARS, IREPS, mais j'aurais aussi tendance à dire, à inviter tous les autres acteurs du territoire, et je pense notamment aux antennes régionales des CNFPT, on a vu que vous étiez quelques-unes à être inscrites, eh bien, à pouvoir intégrer également, il y a des fois une tradition, je pense en Guyane, nous avons une participante de Guyane, et je sais qu'en Guyane, il y a une tradition de travailler avec le CNFPT, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et donc, cette formation, en fait, elle est intégrée à la fois à une stratégie nationale de déploiement et de structuration des CLS, mais également à une stratégie régionale. Les contenus, donc, ils sont conçus collectivement par des spécialistes de la formation, notamment dans les IREPS, qui sont des formateurs de formateurs et des formateurs souvent, et puis qui sont aussi les experts sur ces formations de CLS depuis 10 ans. Ou des spécialistes des CLS, notamment dans les ARS en particulier, mais pas seulement. 4 modules e-learning qui seront obligatoires en suivi, qui composeront le parcours, sont en préparation, avec donc une livraison au fur et à mesure, et avec 3 modules optionnels qui seront livrés donc sur 2024 à 2025. Et cette livraison au fur et à mesure, eh bien, elle permet en fait d'avoir un rythme souple et adapté aux contraintes des coordos. On était aussi attentif à ces éléments, c'est-à-dire que le coordo dont on sait que le temps il est très contraint, eh bien, il puisse suivre la formation à son rythme, à la différence d'une formation, par exemple, universitaire, d'un DU universitaire, où le temps il est figé, c'est une semaine de cours à telle période. Et bien là, notamment pour la partie e-learning, elle est tout à fait souple. Et pardon pour la faute à adapter, j'ai oublié le E, c'est maintenant que je le vois et que ça me fait mal aux yeux. Et donc, cette formation, donc, je vous le disais, elle est étayée par des temps présentiels régionaux qui sont donc là conçus par les acteurs régionaux qui connaissent bien, qui connaissent finement les enjeux du territoire et qui sont donc destinés à approfondir, compléter, développer, soutenir l'acquisition et le renforcement des compétences. Finalement, Pacte CLS, c'est un soutien à la capacité à faire, mais c'est ce qui permet aussi de partager et de valoriser les initiatives régionales, d'exploiter au niveau national, puisque c'est une formation nationale qui est construite, d'exploiter donc ces retours d'expérience de terrain. Ça permet de valoriser et reconnaître par un diplôme la fonction de coordination des CLS, mais je vous le disais, de voir comment c'est transposable également, de favoriser les prises de fonction des coordonnateurs de CLS. Donc quand il y en a 141 en préparation, on peut se dire qu'une formation il permettra. Et puis parce qu'il est prévu dès le 2e semestre 2024 qu'il y ait des temps en fait impulsés par le HESP, initiés par le HESP, qui regroupe donc plusieurs formations Pacte, donc Pacte CPTS, Pacte MSP, Pacte soins primaires, et bien en fait de participer à des temps d'échange collectif de ces différentes fonctions de coordination afin de contribuer au déploiement du système de santé. Donc on est vraiment aussi sur ces éléments. Le HESP qui investit globalement toutes ces missions autour de l'animation territoriale en santé, eh bien, vise aussi de permettre à ces professionnels d'avoir des temps dédiés en dehors du temps de travail consacrés à échanger entre eux. Et je remercie François Baudier parce que une partie des éléments que j'ai utilisés
était issu des supports qu'il avait préparés il y a quelques années déjà. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr, pour toute question, tout échange. Je n'ai pas regardé dans le chat s'il y en avait au fur et à mesure, mais ça peut aussi être le moment de continuer les échanges que vous aviez plus globalement sur cette question. Alors, je vois qu'il y a déjà... Alors peut-être que, si tu veux bien, Marie, on va reprendre l'écran avec les visages, hein, comme ça. Très bien, j'arrête le partage. Si tu as terminé, hein, je ne veux pas t'interrompre. Oui, j'ai terminé. Parfait. Écoute, peut-être ce qui serait bien, Marie, si tu en es d'accord, peut-être te dire concrètement, formation Pacte CLS, mode d'emploi, c'est-à-dire comment on s'en saisit et voilà, parce que tu vois, là, tu as quand même un public à la fois, bien sûr, de coordinateurs, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est en tant que SPT, comment on peut inciter nos collègues à connaître d'abord cette formation, à se dire que finalement, s'ils veulent développer des projets locaux de santé ou des projets territoriaux, cet outil du CLS est indispensable, et quand même peut-être ne pas trop sanctuariser d'ailleurs la formation qui est faite sur uniquement l'outil CLS, parce qu'il me semble que les compétences que tu as abordées et qu'Éric aussi a développées, ça peut concerner n'importe quel chargé de projet dans une collectivité territoriale, par exemple, je pense à un département, une région, pas forcément une commune, hein, qui souhaite effectivement monter un projet forcément multipartenarial qui va mobiliser des compétences différentes. Donc, je veux dire, voilà, l'outil CLS, on voit bien qu'il est assez à la fois très souple et en même temps, il répond à un certain nombre d'exigences de formation, mais je pense que ça peut aider à développer des profils tout à fait variés en termes d'usage. En tout cas, la formation, elle est orientée CLS. Elle est conçue CLS aujourd'hui. Si une personne qui n'était pas coordo de CLS, donc je pense au profil que tu as cité, Alexandra, qui voulait participer à cette formation, aujourd'hui, elles sont financées par des ARS. Il faut faire une demande à l'ARS du territoire, aux ARS aujourd'hui qui financent, il faut inciter son ARS à financer le dispositif. Si c'est quelqu'un qui est dans un département, aujourd'hui, il n'a pas accès à cette formation. Peut-être un point à creuser, ça. Non, ce n'est pas possible sur le modèle économique, Alexandra, aujourd'hui. Oui, il faut peut-être justement décloisonner aussi ça, peut-être. Tu verras ça directement avec Rémi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Et je n'ai pas le pouvoir décisionnaire de pouvoir ouvrir ça, puisque c'est les ARS qui financent, et donc c'est les ARS qui nous disent qui est-ce qui peut être inscrit, et donc cette formation, elle n'est pas accessible à tous. Pardon, Gilbert. Oui, alors je voulais intervenir sur un sujet qui vous concerne tous les deux. Vous savez que les élus en charge de la santé, ils ont une préoccupation qui est aussi la lutte contre les inégalités sociales en santé. Il y a eu un outil qui existait, c'était les ateliers santé-ville. Aujourd'hui, les CLS ont pris le dessus, je dirais. C'est vraiment un débat de savoir comment prendre en compte ces problèmes d'inégalité sociale, et notamment dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, en lien avec les politiques de la ville. Et je me demande comment vous intégrez dans les formations cette problématique de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Comment dans le CLS, on utilise cette notion d'universalisme proportionné que Laurent Chambaud aime beaucoup répéter. Comment vous articulez tout ça? Il y a la promotion de la santé, ça c'est une chose, mais la lutte contre les inégalités sociales en santé, pour moi, c'est un chapitre aussi qu'il ne faut pas oublier. Très bonne question, Gilbert. Ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a la politique de la ville d'un côté, piloté plutôt par les élus, avec les ateliers santé-ville, etc. Et puis, il y a la politique ARS, PRS, financée, les contrats, etc. Donc, c'est un peu ce sujet des passerelles, puisqu'on est dans du…
Effectivement, ce qu'on sait maintenant sur la question des inégalités, ce qui génère, c'est les inégalités ont comme source, évidemment, les inégalités sociales, les inégalités économiques. Et effectivement, l'OMS nous dit le meilleur moyen de faire des avancées là-dessus, c'est de travailler sur les conditions quotidiennes d'existence. Et les CLS ont cette capacité. Hein, c'est un gros chantier, évidemment, mais quand on améliore les conditions quotidiennes d'existence, donc on rentre vraiment dans le quotidien des gens pour enlever tous ces petits irritants sur le transport, le logement, qui ne sont pas des petits irritants, mais donc l'éducation, effectivement, là, on avance sur la question des inégalités. Donc, l'approche ASV, elle était très, très centrée sur un quartier, donc sur des populations vulnérables. Et effectivement, là, on est sur c'est pas mauvais hein, d'être centré sur les populations vulnérables, mais on aimerait que les CLS soient plus larges sur la population qu'ils visent. Et on sait, par exemple, on améliore l'accès au transport, par exemple, avec des politiques hein, qui vont améliorer l'accès à la mobilité et tout ça. Mais on sait que ça, généralement, ces actions-là ont un effet encore plus important sur les groupes vulnérables qu'elles n'ont sur les classes moyennes supérieures qui n'ont pas nécessairement de grands problèmes de mobilité. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la politique de la ville qui a toujours été très, très centrée sur les groupes vulnérables, c'est pas mauvais, mais pour agir sur les inégalités, il faut être sur des vrais déterminants plus larges et qui vont toucher aussi à la classe moyenne, même si ce ne sera pas dans au même degré. Hein, mais les bénéfices, la classe moyenne doit tirer des bénéfices. Et ces bénéfices deviennent encore plus grands quand on va du côté des classes vulnérables. C'est ça ce que je dirais. Véronique, tu as levé la main. Merci beaucoup, Marie, également pour ces deux présentations. En tous les cas, se répondaient bien et étaient très complémentaires. Pour être très pragmatique et pouvoir, nous, au sein de SPT, bien sûr, c'est Alexandra qui porte ça, mais pouvoir faire la promotion, entre guillemets, de cette formation Pacte. Donc, est-ce que, je suis pas sûre d'avoir bien, il faut que les CLS soient déjà en poste ou ça s'adresse à des CLS qui souhaiteraient des corps de CLS, pardon, des corps de CLS qui sont déjà en poste ou les personnes qui aimeraient devenir cordeaux, les deux. Est-ce qu'il est prévu des stages pratiques à un moment? Et pour des cordeaux qui ne seraient pas encore en poste, ça peut être aussi l'occasion pour des municipalités d'accueillir et d'appréhender cet outil et peut-être leur donner envie. Et dernière question, un certain nombre d'ARS, et je vois qu'il y a quelqu'un de Promo Santé qui est présent, avait confié un peu la formation des cordeaux CLS à des associations. Est-ce que ces associations pourront contribuer à participer à la formation? Comment est-ce que ça a été anticipé ou est-ce que il faut attendre encore un petit peu que tout soit d'équerre sur ce pacte CLS? Merci Véronique. Donc, je suis navrée, je n'ai pas été assez précise ou assez claire. Aujourd'hui, la formation, elle est accessible à tous, toutes, quel que soit le niveau. Il n'y a pas de niveau, et notamment d'ancienneté dans le poste à justifier, ce qui a été pas simple. D'ailleurs, on a eu une année complète de préparation, de discussion autour de tous ces éléments. Voilà. Et donc, on a toujours cette réflexion ça puisse s'adresser à la fois à des cordeaux de CLS aguerris, experts, qui quelque part viennent un peu en VAE, on va le dire un petit peu comme ça, hein, et puis des cordeaux qui arrivent. Puisque sur les territoires, les cordeaux de CLS
qui se manifestent le plus, on sait qu'en général, hein, elles sont plutôt assez diplômées déjà en santé publique. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'un diplôme supplémentaire ou en tout cas de connaissances théoriques supplémentaires. C'est pour ça que voilà, je disais qu'on était plutôt sur une formation qui valide, enfin, qui reconnaîtrait des compétences qui sont transposables de chef de projet en santé. Sur les éléments de déclinaison régionale. Moi, je ne prépare que des modules e-learning. Le régional, qui est déjà prévu, qui existe déjà, il continuera. Sûrement qu'il bénéficiera un peu des éclairages, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une petite dizaine d'ARS, de partenaires engagés dans le dispositif, dont des ARS, et donc sûrement que le régional bénéficiera de tous les échanges qu'on a autour de la conception des modules e-learning et orientera un peu. Là, je m'adresse à Marjorie, enfin, je fais un petit clin d'œil à Marjorie notamment, parce que c'est le cas en Bretagne. L'ARS Bretagne a souhaité qu'il y ait une convergence, une synergie entre le régional et ce qui est conçu. Et donc, c'est ce qu'on fait en filigrane. Et donc, bien sûr que les acteurs tels que... Alors, Promo Santé Île-de-France ne sont pas formateurs, eux, hein, ils délèguent souvent la formation. Enfin, c'est un petit peu différent. C'est des chefs de projet. Il faudrait qu'on rediscute plus finement, notamment avec Salima, je sais, est présente. Mais voilà. En tout cas, sur d'autres territoires où c'est très clair, comme la Bretagne, par exemple, ou l'Occitanie, puisque je vois que les collègues d'Occitanie sont là aussi, mais c'est aussi Laure Digonnet de l'ARS Centre-Val de Loire qui est là. Donc, je n'ai pas vu si Héloïse était là alors, mais voilà. Donc, il y a une expertise, et cette expertise, en fait, elle est mise à disposition déjà pour la conception des modules e-learning, et c'est cet aller-retour permanent qui fait que normalement, donc, hein, ce que je vous disais, il y a convergence, il y a synergie entre le national et le régional, le présentiel, et que le présentiel, il vise à retravailler des éléments qui sont entre guillemets abordés plus superficiellement en e-learning. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette complémentarité. Pour que la formation elle soit reconnue diplômante, il faudra avoir suivi les 4 modules obligatoires, 2 modules optionnels et avoir assuré un certain volume d'heures en présentiel. Et donc, ce volume d'heures en présentiel, comme c'est un diplôme, hein, de niveau diplôme universitaire qui est délivré à la fin, on évalue à 18 mois, 2 ans, le temps que ça peut prendre, pour faire ça tranquillement. Eh bien, on a besoin que les formations suivies en présentiel, de volume d'heures en présentiel, ils soient faits par des organismes qui sont agréés Calliope. Donc ça, c'est... voilà. Et donc, on a toute une réflexion en cours en ce moment au sein du comité pédagogique, avec Marjorie, avec Evangeline, avec Salima, autour de, voilà, qu'est-ce qui va contribuer à ce volume horaire du présentiel en plus du parcours e-learning. Est-ce que comme ça, Véronique, j'ai plus répondu à vos questions et c'était plus clair que ce que j'avais pu préalablement présenter? Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez attentive. C'était parfait. C'est intéressant cette question parce que c'est vrai que nous, comme on l'avait dit, parce qu'on s'achemine maintenant sur la fin de ce webinaire, je pense que l'intérêt de pouvoir échanger ESPT, EHESP, c'est peut-être aussi de réfléchir à la manière dont on pourrait, à l'issue de ce webinaire, et encore une fois, je remercie vraiment Eric et Marie parce que je pense qu'on a vraiment été au cœur on a posé toutes les questions, me semble-t-il, il en reste sans doute beaucoup encore, mais en tout cas, on a bien approfondi la place que peuvent avoir les CLS dans les politiques que mènent les élus, parce qu'on est quand même sur un public d'élus, a priori pour élus santé publique et territoire, dans le contexte actuel. On n'a pas eu le temps d'évoquer d'ailleurs si, dans le cas des CNR territoriaux, quelle a été la place
des CLS? Est-ce qu'il y a eu des projets exemplaires, innovants, qui ont été portés via les CNR territoriaux et remontés à ce titre-là? Mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre là en 2 minutes, mais voilà, ça aurait été intéressant de voir ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire entre nous pour vous, voilà, peut-être faire ce que Véronique a un petit peu initié dans sa question. C'est en gros la formation Pacte CLS, mode d'emploi pour les élus, avec le cadre qui est celui que tu as rappelé, Marik, avec un financement RS exclusivement dans le cadre voilà, de CLS validé, etc. Mais peut-être de réfléchir à la manière de le rendre peut-être plus accessible qu'il ne l'est aujourd'hui à des collectivités qui veulent s'engager dans des projets de santé, qui n'ont pas forcément une bonne connaissance des CLS, qui ont sans doute dans leurs équipes des gens qui répondent à un certain nombre de critères de compétences des coordonnateurs, et peut-être qu'il y a des assouplissements à trouver. Je veux dire, voilà, peut-être des choses, parce que 18 mois à 2 ans de formation, c'est très exigeant. C'est peut-être adapté. Et voilà, il y a peut-être des compétences déjà existantes dans les collectivités territoriales pour mener ce type de projet qui est effectivement, je pense, vraiment l'avenir enfin, en tout cas, qui coche à beaucoup de cases en termes d'objectifs de santé publique, réduction des inégalités, la santé environnementale. Enfin, il y a énormément de choses que le contrat permet d'aborder, comme tu l'as présenté, Eric, dans les thématiques des contrats. Donc, je pense vraiment que c'est un sujet peut-être de travail encore entre nous, au-delà de ce webinaire qui était quand même déjà de camper un peu le décor. Si vous en êtes d'accord, on va peut-être s'arrêter là, sauf si vraiment il y a une ultime question où, Gilbert, tu voulais peut-être dire un petit mot de conclusion. Monsieur le Président, je te laisse la parole. C'est le rôle des présidents de conclure. Bah, écoutez, je vais d'abord remercier les intervenants, Eric et Marik. Vous remercier à toutes et à tous d'avoir été présents. Là, je vois qu'on est encore 30 sur ce webinaire, pour vous dire que nous organisons des webinaires à hauteur de 1 par mois et que vous êtes toujours les bienvenus. Bon, c'est un sujet qui continuera à nous faire parler. Je pense aujourd'hui que quand même, il faut vraiment s'interroger sur notre rôle d'élus locaux. On voit très bien que l'actualité d'aujourd'hui nous montre combien nous avons un rôle à jouer pour le mieux vivre ensemble. Et si on peut dire quand même la santé mentale de la population ne va pas très bien, la santé au sens du bien-être mental. Et donc, je pense que nous avons tous un rôle important à jouer. Merci d'avoir été présents. Parfait. Ben, écoutez, merci infiniment à tous. Merci encore à Eric Breton et Marik Fèvre d'avoir pris du temps. Et je pense qu'on a vraiment eu des échanges très nourris et très, très riches. Donc, on mettra en ligne, évidemment, les présentations de Marik et d'Eric sur le site de SPT tout prochainement. Et voilà, on va essayer de résumer les quelques points de synthèse de nos échanges pour voir comment on peut poursuivre voilà, cette collaboration très, très utile entre l'association Élus Santé publique et Territoire et l'École des hautes études en santé publique. Voilà. Merci 1000 fois et très belle fin d'après-midi à vous tous. Et bel été, parce qu'on s'arrête au mois d'août. Oui, bel été, oui, c'est vrai. Bel été à tous, oui. Même si on y est déjà il y a quelques jours quand même dans l'été. À bientôt. Au revoir. À bientôt.